bonjour à tous, bonjour à toutes, vous mes autres potentiels adorés. Bon, d'abord, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission, à écouter ce podcast. Les derniers épisodes avec Pierre-Yves ont cartonné. Et celui qu'on va avoir aujourd'hui, à mon avis, il va cartonner aussi parce que j'ai le grand plaisir, l'honneur même de recevoir aujourd'hui Patrick Collignon, qui est, oh, je dirais aussi un multipotentiel. Je sais pas si tu te définis comme ça, Patrick, mais depuis que je te connais, on s'est connus il y a bientôt ouais, à 11 ans, hein, en Ouais, 2013, ouais. dans notre formation de coaching. Déjà, tu m'inspirais énormément pour tout ce que tu faisais. Depuis, je te suis et ça explose dans tous les sens. Donc, je me dis, ouais, il y a un petit côté multipotentiel certainement. Et tu nous reviens ici avec un super projet dont tu vas nous parler. Mais avant tout, puisqu'il y en a peut-être qui ne te connaissent pas encore, est-ce possible? C'est possible. Eh bien, qui es-tu, Patrick? Alors ça, c'est typiquement la question que quand tu commences à méditer sérieusement, tu te poses chaque matin. Et t'as jamais la bonne réponse, en fait. Je m'appelle Patrick, en tout cas ça c'est sûr. Mes parents m'ont donné ce nom-là. Ils ont bien fait, ils auraient pu trouver un autre nom qui m'aurait moins convenu au final. Donc, je m'appelle Patrick, je suis, comme Marc vient de vous le dire, coach. Comme lui. Alors, on ne fait pas exactement la même chose. Par contre, effectivement, on a eu l'occasion de se croiser il y a 11 ans et moi, j'ai vécu non seulement une expérience magnifique, mais je suis très, très content d'être là aujourd'hui parce que j'ai gardé, déjà pendant 10 ans, garder un lien, c'est pas rien, hein, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, Marc m'a toujours lui aussi inspiré. Il ne le sait pas, donc j'en profite pour le dire aujourd'hui. Mais sa capacité à poser les choses, sa générosité, sa capacité à aller de l'avant, quoi qu'il se passe en fait. Je la trouve vraiment très inspirante et je dois même avouer que je m'en sers parfois. Quand j'ai un moment de doute, parfois je pense à Marc. Ah ouais, non, c'est clair. Bah alors là, Lui, il merci. y va. Il y Bon, va l'émission et peut s'arrêter là. Moi, j'ai mon compte. en même temps, c'est comme ça. Donc voilà, merci pour cette invitation, mais je suis surtout très content de continuer à te fréquenter, à te connaître et à voir notre destin qui se trace. En parallèle, qui suis-je d'autre? Ben, je suis un écrivain multi-récidiviste, peut-être pas potentiel, mais récidiviste. Donc là, je suis à mon 38e livre, dont 6 de développement personnel et de management aux éditions Erol. Bon, j'ai toute une première carrière en informatique dont je ne vais pas spécialement parler parce que c'est plus d'actualité aujourd'hui. Et puis, depuis quelques années, j'écris des romans parce que ça a toujours été ma passion. Et quand j'étais petit, ce que j'avais envie de faire dans ma vie, c'était écrire des histoires de fiction, mais pas seulement de fiction. L'idée, c'est de faire réfléchir les gens. Et dans les deux derniers romans, qui sont des romans initiatiques, de les faire réfléchir sans qu'ils s'en rendent compte. Et ça, c'est toute l'histoire, c'est de créer une chouette histoire. Et puis, quand on le relit une deuxième fois, on se dit, il y a quand même quelques réflexions intéressantes là-dedans. Et quand on lit une troisième fois, c'est un peu comme quand on passe une semaine en stage loin avec Marc, ça dépote. Ça dépote un petit peu. Voilà, ça c'est pour mon occupation professionnelle. À côté de ça, écoute, je suis un papa de deux grands enfants maintenant qui ont des projets de vie, qui se donnent les moyens, parce que pour finir, s'inspirer de Marc inspire peut-être d'autres personnes, qui sait. Mais ils ont ça, ils ont des projets, ils ont envie de découvrir des choses. Et puis, ils ont aussi des potentiels tout à fait intéressants. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on est ici aujourd'hui. C'est aussi pour parler de cette difficulté parfois à pouvoir l'exprimer. Parce que c'est bien de l'avoir, déjà il faut le savoir, hein. Ouais. Et puis ensuite il faut être capable de l'exprimer, de le sortir, de le vivre, et puis de suivre cette espèce d'instinct qui est notre pour aller vers quelque chose qui nous ressemble. Et ma fille Zoé, donc elle a 22 ans, elle y va, mais en mode elle y va, c'est assez incroyable. Et mon fils Samuel, Sam, qui en a presque 18, lui il a toujours su ce qu'il voulait faire. Donc lui il est bien dirigé. Mais en même temps, voilà, c'est magnifique de pouvoir regarder la vie d'autres personnes se développer. Donc, pour terminer de répondre à ta question, j'ai une passion. Et ma passion, c'est les trajectoires de vie. Je Hmm. me suis toujours intéressé aux biographies. Moi, je me souviens que la première BD qui m'a frappé, c'est la BD de Surcouf, qui est un corsaire français qui habitait à Saint-Malo au 18e. Et ça m'a toujours passionné. Donc, quand tu es coach, c'est génial parce que tu vois la trajectoire de vie parfois qui change. Tu vois, la dernière séance, quand tu as, l'étincelle qui pétille dans l'œil de la personne, tu sais que tu es en train de lui dire au revoir parce que voilà, le boulot est fait. Et en même temps, tu dis yes, c'est trop bien, il s'est passé vraiment quelque chose.
Alors quand tu es romancier, tu crées les trajectoires. Et là, d'un coup, avec la connaissance des comportements humains et l'envie d'écrire, quand tu crées des trajectoires, ça, c'est vraiment un gros kiff, comme on dit, c'est magnifique. Waouh. J'en ai des frissons, mais c'est pas fini parce que je sens que tu vas me faire frissonner. Euh, et donc, il y a Semeur de cœur. Hein, c'est pourquoi on est là aujourd'hui et c'est tellement en lien avec, avec cette émission, avec les thèmes, avec ce j'ose ma différence. Mais tu en as parlé, hein, Ouais, quand on a du potentiel, c'est déjà bien de le savoir et puis après, il faut y aller, mais entre les deux, il y a aussi, il faut oser. ouais, Et là, je reviens d'une retraite à Lanzarote où j'ai accompagné 8 personnes qui veulent, qui se rendent compte qu'ils ont du potentiel et qui veulent y aller. Et c'est toujours cette étape à oser. Et, euh, et quand j'ai vu Summer de cœur, que je vois de quoi ça parle, j'ai dit on est complètement alignés. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Moi, je dévoile rien. ouais, ça marche. Summer de cœur, d'où ça vient? Et voilà. Alors, Semeur de cœur, à la base, c'était juste un livre qui raconte l'histoire d'un ours. Cet ours se fait virer de son cirque, c'est un ours domestique qui se produit dans un cirque. Au tout début, le dompteur meurt, je vous spoil pas grand-chose. Et donc, il est renvoyé vers la nature, mais il connaît rien à la nature, donc il se dit, il faut que je retrouve ma jeunesse. Enfin, il essaie de retrouver son chemin. Il rencontre plein de personnages qui vont le faire avancer sur un chemin initiatique qui est basé à la fois sur des questions en mode coaching, développement personnel, mais sur une trame aussi spirituelle qui est l'esprit du Kriya Yoga. Je ne sais pas si vous connaissez Autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda, euh, qui est... Ah, pardon, j'ai réussi. Autobiographie d'un yogi. Oui, non, ça c'est lecture de chevet. Euh, L'histoire du Kriya, c'est un mouvement qui est basé sur le bouddhisme, l'hindouisme, et qui est remis au goût du jour depuis 1850 environ par des maîtres dont Yogananda, et qui t'invite à passer au-delà de tout ton système de pensée, de tout ton système d'émotions, de retourner à ce qu'on appelle ton soi, ton Dieu intérieur, ton intuition la plus profonde, de manière à vivre une vie qui est détachée du monde tout en étant dedans, hein. On est bien d'accord que c'est Mhm. pas un machin fou où tu vis dans une grotte, mais qui te permet aussi de passer au-dessus de toutes les aspérités de la vie, là, tu vois, tous les petits obstacles, toutes les vicissitudes de l'existence, comme on dit, en étant le plus zen et le plus serein possible. C'est ce que notre ours, qui s'appelle Oupa, apprend en rencontrant plein de personnages. Ben, il apprend à se mettre en fait au service de l'autre, au service désintéressé, c'est-à-dire tu te mets au service de l'autre sans rien attendre en retour, juste pour le plaisir de le faire. Et ça te permet, ça te grandit, et puis ça te permet de donner de l'amour et de donner de la reconnaissance aux autres sans avoir besoin d'un retour, sachant que la reconnaissance, c'est un de mes thèmes de prédilection en tant qu'auteur de livres de développement personnel. C'est un truc gratuit, ça coûte rien à personne et ça enrichit celui qui le reçoit. Mhm. Donc franchement, la reconnaissance, le fait de dire à quelqu'un à quel point il est chouette, à quel point on aime faire des choses avec lui, tout le système des compliments, vous voyez, pas des flatteries, hein, des compliments, on est bien d'accord? Et c'est Eh bien, quoi la tout différence entre flatterie et compliment? un compliment, c'est gratuit. Une flatterie, c'est pour obtenir quelque chose après en général. Ah, ok. Ah, Marc, j'adore ce que tu fais. Est-ce que tu n'aurais pas une place pour moi dans... Tu vois, là, c'est plutôt une flatterie. Par contre, Marc, j'adore ce que tu fais. Point. Ben là, tu reçois pas la même énergie, évidemment. Tu Ouais. reçois quelque chose de, a priori, plutôt positif. Et donc, Oupa, il rencontre plein de personnages qui lui apprennent ça et qui lui apprennent en fait à mettre 1 milligramme d'amour en plus dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses paroles, dans chacune de ses journées, et d'offrir comme ça lui au monde, si tu veux. Euh, et ça le grandit aussi, forcément, parce que comme il se détache un peu de tout ça et qu'il offre, eh bien, les gens, en général, quand tu leur fais un sourire, ce qui se passe assez généralement, c'est qu'ils te font aussi un sourire. Donc, en fait, tu crées une boucle, un cercle vertueux, pas un cercle vicieux, c'est vraiment l'inverse, c'est un cercle vertueux où plus tu donnes de l'amour, plus tu en reçois, en fait. Et plus tu en reçois, plus tu en as à donner. Et en fait, tu peux créer une espèce de boucle positive qui va exactement à l'inverse de ce que la société nous propose maintenant. Tu es inquiet, donc, comme tu es anxieux, tu te rabats, tu te replies un peu sur toi-même, mais donc tout l'autre devient plus dangereux, etc., etc. Tu vois, ça, c'est plus le cercle vicieux de tout le stress et de l'anxiété de nos existences à nous, et de la peur du regard de l'autre, qui va être expliqué dans un deuxième livre. Parce que, ou pas, il rencontre plein de personnages, puis on s'est dit, mais en fait, euh,
chaque personnage a aussi un trajet d'évolution. L'idée, c'est d'évoluer. Il n'y a pas qu'une seule manière de grandir, d'évoluer, de se réaliser, de s'éveiller. Il y en a plein, en fait, et ça dépend aussi de qui on est, de où on est dans sa vie, sur quel chemin on se place. Donc, ou pas, il rencontre au début de son livre ben, l'assistant de son dompteur, qui s'appelle Sam. Et le deuxième livre, qui est pour l'instant en financement participatif, c'est Sam Hadi. C'est-à-dire, c'est l'histoire de Sam qui lui-même va évoluer. Et puis on va retrouver évidemment des personnages dans les deux histoires. Chaque personnage, pour bien faire, si on arrive à continuer le projet, chaque personnage aura sa propre histoire et on pourra rentrer dans la trame de l'univers des Semeurs de Cœur par n'importe laquelle de ces portes. Je sais pas si tu connais la BD Alter Ego. Je sais Non, pas si ça te dit quelque chose. non, non, non. Alors Alter Ego, ce sont des BD. Ah La oui, j'ai déjà première, vu. Ouais. en fait, euh, t'as six tomes en fait qui sont chaque fois le prénom d'un personnage. Tu peux commencer par n'importe quel tome. Et tu as une partie de l'histoire, et puis quand tu lis un autre personnage, tu as une autre partie, etc. Tu as chaque fois Mhm. les points de vue. La seule chose, c'est que le septième tome, faut le lire après. Ouais, Euh, bon, quand tu vois, ils sont tous ici, les six premiers, pap, pap, pap. Tu peux les lire vraiment dans l'ordre ou dans les ordres, et ensuite, tu lis le ouais. numéro 7. C'est ce qu'on a prévu avec les semeurs de cœur, en tout cas l'univers de semeurs de cœur, c'est de créer 10 histoires. Tu as 10 personnages dans le premier, il y en a deux de plus dans le deuxième, donc ça va bientôt être un souci, mais créer 10 histoires où chacun peut rentrer et petit à petit, tous ces personnages se croisent, se recroisent, interagissent, mais les livres sont interdépendants, mais sans plus. T'es pas obligé d'avoir la chronologie en mode Harry Potter, tu t'arrives au quatrième, tu comprends rien. Donc ici, tu peux vraiment rentrer par n'importe laquelle des portes. Mhm. Et donc, tu parlais d'1 milligramme d'amour. Ça Ouais. reste pour moi très abstrait, hein. 1 milligramme d'amour, ça va faire quoi comme différence? Euh, alors la différence la plus simple, c'est pour reconnaître quelqu'un, pour reconnaître l'existence de quelqu'un. Donc la base de la collaboration chez l'être humain depuis la nuit des temps, c'est de faire des choses ensemble. Et pour faire des choses ensemble, il faut dire à l'autre, tiens, toi aussi tu es un humain. Et puis, en plus, tu as des qualités, on va chasser le bison ensemble, par exemple, tu vois. Et donc, pour reconnaître un autre humain, on lui dit bonjour. C'est le mot le plus simple en français, tu vois. Mhm. Eh bien, si tu rentres dans le même bureau 3 jours d'affilée sans dire bonjour, tu crées quelque chose qui fait que tu as bien quelqu'un à un moment qui va dire, bah quoi, il me nie, j'existe pas ou quoi, tu vois, quelque chose comme ça. Donc dire bonjour, c'est 1 milligramme d'amour en plus. Dire bonjour à des inconnus, sourire, faire un compliment, rendre un service, prendre les gens que tu aimes dans les bras. Ça a l'air très con, mais à l'air de rien, 3 câlins par jour, quoi, tu vois, ça fait vraiment une différence au fur et à mesure du temps. Te rappeler à toi-même les bonnes choses que tu as fait aujourd'hui, les bons moments que tu as vécus. Ça permet en fait de court-circuiter notre cerveau. Notre cerveau, son job, c'est de faire en sorte qu'on survive. C'est-à-dire qu'il va d'abord et avant tout regarder tous les dangers potentiels. C'est son job. Et les dangers, c'est l'autre, quand il te dit, toi, t'es vraiment nul, par exemple, ton cerveau va faire attention à ça. Il va faire attention à ce que l'autre t'a envoyé. Il va prendre cette énergie horrible. Et si ça se trouve, il va même te faire réfléchir en disant, c'est vrai, je dois être nul quelque part. Si il l'a vu, c'est que quelque part chez moi est nul. Et peut-être, tu vois, quelqu'un qui est mal intentionné te balance une phrase comme ça, puis il part. Lui, sa vie, elle est bonne, il continue, quoi, hein. Mais toi, cette phrase-là, peut-être pendant toute la soirée, tu y réfléchis. Et tu dors dessus, et le lendemain matin, tu te réveilles pas bien. Ce style de choses-là. Donc si tu dis à quelqu'un, t'es quelqu'un de bien, si ça se passe de la même manière, eh ben, toute la soirée, je dis, tiens, il m'a dit que j'étais quelqu'un de bien, mais c'est vrai que c'est pas bête, en fait. Peut-être que je suis quelqu'un de bien, tout compte fait. Mhm, J'aime mhm. bien tout compte fait parce que ça veut dire qu'il faut faire des comptes. Tu vois, c'est important. Se rappeler qu'on est quelqu'un de bien. Euh, c'est important. Les petits milligrammes, c'est ça, en fait. Euh, faire un bisou à tes enfants, les prendre dans les bras, dire que tout est OK, ou bien les consoler quand ils en ont besoin. Enfin, être là, juste là, en fait, mais avec une chouette énergie positive, ça aide. Ça aide le monde entier, en fait. Ça aide déjà autour de toi. Mais si tu aides autour de toi, tu aides la vie en général. Et quand tu aides la vie en général, ça va dans le bon sens par rapport à Ouais, ce qui se passe, certainement. ouais. Et du coup, quelle est la personne à qui il est indispensable de donner ce petit milligramme d'amour? Si on Ça, doit ce qu'on choisir raconte quelqu'un. ouais, dans Samadhi, c'est-à-dire le tome 2 si on peut dire, de Semeur de cœur, eh bien, ou pas, il donne 1 milligramme d'amour en plus à tout le monde, et Sam, il apprend à se donner à lui-même d'abord et avant tout. 1 milligramme d'amour en plus. Que quand tu t'aimes suffisamment, ça devient facile d'aimer l'autre. Tu as plus à donner gratuitement. Donc c'est vraiment le principe de l'amour non égoïste, c'est-à-dire l'amour
qui n'est pas intéressé. Quand tu te mets en mode sauveur, c'est souvent que tu as besoin de reconnaissance. Donc tu vas sauver quelqu'un, il faut un merci, quoi. Tu vois, c'est quand même la moindre des choses de recevoir un merci. Sauf que tu es dans une transaction d'un coup. Quelque part, même inconsciemment, tu attends un retour positif qui te dit un truc du style, ouais, non, t'es quelqu'un de bien, en fait. Merci d'avoir fait ça pour moi. Donc l'amour non égoïste, c'est arriver à se donner assez d'amour à soi pour ne plus avoir besoin d'un retour et pour pouvoir en offrir sans nécessairement que quelqu'un te dise merci, j'adore, etc. Et généralement, comme je disais tout à l'heure, plus t'en donnes, plus t'en reçois, plus tu peux en donner. Et en fait, c'est la même chose, si tu veux, qu'avec l'histoire de Sonneur de cœur, l'histoire de ou pas. Sauf que cette fois-ci, ça commence par soi. Et pourquoi c'était important pour Sam? La première phrase du roman, c'est non, mais pour qui tu te prends? Dégage, gros taré, enfin, tu vois? Alors, ça aurait pu être t'es pas le bienvenu ici, ça aurait pu être je te parle plus, t'es plus mon ami. Enfin, tout, en fait, ce que tu as entendu, en fait, on a tous, moi j'ai entendu ça dans ma vie en tout cas, pour qui tu te prends, ça m'est arrivé souvent, quand j'étais petit, tout ce qui, quelque part, te remet à ta place, te rejette en fait. Tu sais pas quelle est ta place, tu apprends que c'est pas celle-là. Donc ça fonctionne par négativité. Tu vois, ah bon, je peux pas me mettre là, je peux pas me mettre là, je peux pas me mettre là, et tu restes en général sur ton plot, au milieu de la cour de récréation, sans plus parler à personne. Là au moins, tu sais que tu gênes pas. Ouais. Donc, pour de dérange, t'as plein de choses qui se mettent en place en fait à partir de ce style d'interaction. Et donc Sam, au début du film, je suis déjà un peu plus loin, au début Ah, du livre, lapsus, il y a un projet là. Je parlais de Sam, multipotentiel, là, il est déjà parti. Sam, il a 9 ans, il se prend ça, mais c'est un enfant qui réfléchit, donc il se dit, mais pourquoi en fait? Et puis il se rend compte que dans sa classe, tout le monde se tait, les gens font pas de vagues, ils font en fait comme tout le monde. Et l'histoire de Sam, c'est comment je fais pour rester moi-même et préserver ma différence, malgré le comme tout le monde, le regard de l'autre, le truc qui t'empêche d'exprimer qui tu es, en se posant aussi la question, mais c'est quoi le comme tout le monde? Tu vois? Qui a inventé le comme tout le monde? Ça sort d'où? Comme tout le monde. Et il se rend compte, entre autres, mais ça c'est un truc qu'on peut dire, le comme tout le monde d'ici, c'est pas le comme tout le monde qui se passe en Inde, en Chine, aux États-Unis, c'est pas le même comme tout le monde. Le comme tout le monde de maintenant, c'est pas le même comme tout le monde que dans les années 80 ou dans les années 1800. Donc, c'est quoi? Et de question en question, il rencontre évidemment des gens qui le font progresser, qui le font avancer, et petit à petit, il développe une spiritualité qui lui permet de se dégager de toutes ces pensées horribles qu'il a sur lui-même, de toutes ces émotions qui sont créées par ses pensées, ou l'inverse. Et puis après, c'est une histoire. Donc, il vit un truc, ça se passe super, pim, il retombe. Enfin, forcément, quoi, la vie, tu vois, la vie. Ouais. Mais sa quête, à la fin du premier chapitre, il décide que le gars qui lui a dit pour qui tu te prends, forcément il est gentiment harcelant, hein, sinon c'est pas drôle, un peu de bullying comme on dit maintenant, mais à l'époque, ça se passe au Québec en 1880, donc c'est pour ça que c'est le Québec. On s'en rend pas compte, mais c'est comme ça. Euh, le gars, évidemment, bah, il est en mode un peu dominant, c'est le caïd de la classe, et Sam se dit, mais moi, ma quête, en fait, c'est de trouver la paix. Malgré ça, c'est de trouver de la sérénité. Et tout le livre, en fait, c'est sa quête de paix. Alors, parfois ça marche moins bien, parfois il a un pic de désespoir, parfois il est super dedans. Mais au final, l'idée, c'est d'aller vers plus de paix. Ouais. C'est vraiment un thème ou des thèmes même qui parlent, je suis certain, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui sont autres potentiels, il y a cette différence, hein, on se sent différent. Et ben, c'est d'autant plus difficile, comme tu l'as dit, hein, de trouver ce milligramme d'amour à se donner. Et c'est un grand défi, moi, que je retrouve chez mes coachés, chez les personnes qui participent à mes retraites, les gens que je rencontre. Mais en fait, tout commence par là. Alors, sans dévoiler évidemment tous les secrets du livre, mais qu'est-ce que ça m'aurait à donner comme conseil euh, pour, comme premier pas, comme petites actions à mettre en place pour se Mm. donner soi-même un milligramme d'amour? Parce que c'est bien de le dire. J'entends déjà plein de gens me dire, oui, mais c'est bien de se donner un milligramme d'amour, mais quand on s'aime pas, hein, quand on se trouve nul, ben, Mm. comment on fait? Ouais. Un des trucs que ça m'apprend dans son histoire, c'est quand que c'est arrivé dans ta tête que t'étais pas suffisamment ceci, suffisamment cela. Tu vois, admettons, moi je suis pas quelqu'un d'intelligent, admettons. Tu vois, ou moi je suis trop, je gêne. Tu vois, moi je sais que je suis quelqu'un qui gêne, donc je vais faire attention à pas gêner parce que je suis pas assez bien, etc. Euh, en général, c'est arrivé à un moment.
Tu vois, j'avais fait un stage avec Kelly Wilson, qui est un des trois inventeurs de l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui cartonne quand même vraiment pas mal. Donc, c'est thérapie cognitive et comportementale. Et il nous a fait un exercice avec la question très simple de base qui était, c'est quand la première fois que vous vous êtes senti extraterrestre? Hmm. Que vous aviez l'impression de rien avoir à faire là, tu vois, que vos parents n'étaient pas vos parents, qu'il y a un truc qui allait pas. Cette fois-là. Et puis, il nous a fait faire tout un exercice là-dessus. Et souvent, on se rappelle de la fois où il y a un gars qui nous a descendu en public en nous disant, mais pour qui tu te prends? Fais pas de ton nez ici, des choses comme ça, tu vois. Et la veille, c'était comment? Et donc, la question, dès qu'on se sent pas bien, pas adéquat, nul. Et là, donc, ça vient d'où, ça? D'où te vient cette pensée, en fait? Ouais, ouais. Et souvent, on peut rattacher ça à certains événements. Parfois, c'est notre père ou notre mère qui nous a dit ça. Parfois, c'est à l'école. Parfois, c'est un prof. Parfois, c'est un éducateur, un entraîneur de foot ou de basket, peu importe. Et la veille, est-ce Ouais, que tu pensais j'adore. déjà ça de toi, en fait? Et souvent, la veille, c'est bah non, ok. Mais donc, ça vient pas de toi. Donc, quelqu'un a mis ça dans ta tête. Et peut-être qu'il te l'a répété tous les jours pour que tu y crois, tu vois. Et tu as fini par y croire. Parce que quand on te répète tous les jours, toi, t'es vraiment nul, hein, quand même. Toi, t'es vraiment nul, hein, quand même. Toi, t'es vraiment. Tu finis par y croire. Mais c'est juste de la répétition. Mhm. Mais tu finis vraiment par y croire. Ouais, mais c'est la même chose avec notre petite voix mentale qui nous le répète aussi. En Ah bah fonction oui, d'un fait, ouais, ça devient exactement. une croyance, quoi. Ouais. Ouais. Donc, d'où ça vient et la veille? C'est vraiment une bête question, mais elle est chouette. Parce que la veille, J'adore. bah, il n'y avait rien. Et ensuite, ne crois pas tout ce que tu penses. C'est pas parce que tu le penses que c'est vrai. C'est pas parce que tu le penses que tu l'as inventé tout seul. Souvent, comme tu viens de le dire, on récupère ce qu'on entend pour pas gêner, en fait, pour être bienvenu. Moi, je suis spécialiste du stress, hein, comme tu le sais. Donc, à partir du moment où notre survie n'est pas menacée, donc on n'est pas chargé par un rhinocéros laineux comme c'était le cas il y a 100 000 ans, tu vois. Ce qui se joue toujours, c'est notre image par rapport au monde. Donc, la peur du rejet est extrêmement stressante. Alors, pourquoi? C'est assez simple. Je raconte toujours la même histoire, mais je vais la faire une fois de plus. On est la 7500e génération d'Homo sapiens, on est sur Terre depuis 200 000 ans. Et pendant 200 000 ans, on a vu parfois des enfants de moins de 3 ans être abandonnés par leur clan. C'est arrivé. Par exemple, des animaux sauvages ont dévasté tous les adultes, il ne restait plus qu'un enfant de 3 ans. Ou par exemple, le clan a décidé de ne pas s'en occuper. Enfin, admettons. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est l'apprentissage vicariant, mais c'est l'apprentissage de quand tu peux apprendre quelque chose sans vivre l'expérience. Tu marches Mhm. dans la rue avec ton ami, il y a une barre de fer par terre, ton ami ramasse la barre de fer, il la lâche en hurlant de douleur. Est-ce que tu as envie de prendre la barre de fer? En général, c'est non. Tu as appris, tu l'as pas vécu, mais tu as appris. Et donc, on a vu ces enfants de moins de 3 ans devoir se débrouiller tout seuls dans la nature. Quelle était leur chance de survie? Grosso modo, aucune. En fait, c'est même pas ça. On se souvient de 5 enfants qui ont survécu. Mowgli, Tarzan, Romulus et Rémus et Moïse. En gros. Donc sur les milliards d'individus qui sont passés sur la planète, il y en a 5 qui ont réussi. Tu vois le genre? Donc nous, on a associé le fait d'être rejeté à la mort. Or, le stress, c'est un mécanisme de survie. Donc, tu es très stressé quand quelqu'un te dit tu conviens pas. Forcément, tu viens de te faire rejeter de ton clan. Et quand tu te fais rejeter de ton clan, de ta famille, d'un endroit que tu aimes bien, de être seul pour l'être humain, c'est pas si évident en fait. Dans l'histoire de l'être humain, dans l'histoire de l'humanité, être seul, c'est dangereux. Il faut être dans un groupe pour survivre. Donc tout ça, c'est gentiment engrammé en nous. Euh, Être rejeté, c'est vachement stressant. Donc travailler contre notre cerveau qui voit que des menaces partout pour se dire, je suis pas obligé de croire ça. Je suis pas obligé de croire ce qu'on m'a dit juste pour survivre. Au contraire, l'idée, c'est de vivre maintenant. Et donc, on peut reprendre la liste de tout ce qu'on a reçu comme message horrible, pourri, dramatique, toutes ces critiques gratos, là, tu vois, qui t'abaissent en disant, tu sais, moi je suis adulte, et là, en fait, j'ai envie de regarder mon journal télévisé à l'aise, j'ai pas besoin d'un enfant qui crie, donc paf, je lui en envoie une bonne dans la tronche, et comme ça, il se tait. Genre, tu vois, truc qu'on n'a pas vécu en général. On n'a jamais dérangé papa ou maman. Jamais. le- tu vois, genre, 6 heures du matin, samedi. Ah bah toi, t'as 3 ans, tu te lèves, quoi, génial! Mais tes parents, c'est le jour de la grasse mat. Mais ça, ils t'ont pas prévenu. Donc tu commences à jouer, puis à un moment, tu casses un truc, et puis après, tu te fais gronder, forcément, voire dramatiquement gronder. Donc tu associes ne pas déranger au fait d'être grondé. Tu vois, c'est tout ceci de petites
petites choses qui se mettent au fur et à mesure qui fait qu'on perd notre propre trace dans notre propre vie, je pense. Notre propre trace dans notre propre vie. Mm. Ok, donc se poser la question comment c'était avant, donc identifier le moment, se poser la question où c'était avant et ne pas croire à tout ce qu'on nous a implanté Ouais, exactement. dans notre Après, tête. l'idée aussi, c'est et toi, qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens poser comme trace, justement? C'est quoi que tu viens faire ici? Et ce qu'on vient faire ici, a priori, c'est pas comme tout le monde. C'est pas faire comme tout le monde. C'est pas devenir des robots. Mhm. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle L'éloge du carburateur. Je sais pas si tu as lu ça. L'éloge Non du plus. carburateur. C'est Mais il y en vraiment a intéressant. tellement. Ouais. Donc c'est écrit par un philosophe américain qui était prof à l'UNIF et qui après est devenu garagiste réparateur de motos. En disant, de nos jours, dans les entreprises, on saucissonne tellement le travail en procédure que plus rien n'a de sens pour personne. T'as zéro résultat jamais en fait. T'as des chiffres vaguement parfois, tandis que quand tu répares une moto, le résultat il est clair, hein. Elle fonctionne ou elle fonctionne pas. Quand tu répares un chauffe-eau, peu importe, quand tu es plombier, tu as un résultat direct. Et donc, tu sais si c'est bien ou pas. Et quand tu es électricien, parce que tu as le métier intellectuel d'un côté, puis les métiers manuels de l'autre qui sont moins bien vus. Tu sais, manuel, quand tu as raté à l'école, à l'enseignement général, on va te mettre en technique. Et quand tu as encore plus raté, on va te mettre en qualification, tu vois. Euh, Lui, il dit, bah, c'est ridicule en fait, parce que c'est comme si les métiers intellectuels étaient des métiers où tu réfléchis, puis les métiers manuels étaient des métiers où tu réfléchis pas. C'est pas, c'est même devenu l'inverse en fait. Un électricien, pour faire son plan, il réfléchit, hein. Et pas Mhm. qu'un peu. Plus peut-être que le manager qui fait un PowerPoint à présenter à son management, qui lui-même fait un PowerPoint à présenter à son management. Le sens dans le travail est intéressant quand tu as un résultat concret. Ouais, ouais. Quel sens tu mets au semeur de cœur? Qu'est-ce qui t'a raccroché, toi, Patrick Collignon, à cette série, alors que tu as fait déjà tellement de choses? Qu'est-ce qui fait que là, que maintenant, ben, tu t'accroches à à cette trajectoire de vie de tous ces personnages? La vie, c'est des rencontres. Je sais pas si tu vois cette réplique. Je peux pas te la faire complète, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises rencontres dans la vie. C'est dans Astérix et Cléopâtre. Personnellement, je me suis toujours posé plein de questions dans la vie, d'une part, et ensuite j'ai essayé de trouver des réponses. Et une des réponses que j'ai trouvées, c'était ben, dans le coaching de capter comment les gens fonctionnent, comment je fonctionne, hein, et comment les gens fonctionnent. Puis j'ai continué à me former en ACT, comme je disais tout à l'heure, hein, thérapie d'acceptation et l'engagement, en approche neurocognitive et comportementale qui fait le lien entre les mécanismes du cerveau et les comportements, en EFT, en hypnose conversationnelle, enfin plein de choses. Et puis je suis arrivé sur le Kriya Yoga via un ami, Serge Eveco, qui est un mystique au pied sur terre, en tout cas il se décrit comme ça, et qui est entre guillemets consultant en mysticisme sur la série des Semeurs de Cœur. On fait le plan ensemble pendant 3 jours et puis j'écris. Ah oui. Il vérifie, il corrige pour voir si c'est cohérent par rapport au Kriya Yoga et à toute la notion de spiritualité. Et si on n'est pas trop sur des terres brûlées, genre tout ce que tout le monde dit tout le temps, à toutes les sauces pour l'instant, tu vois. Le Kriya Yoga m'a permis, après avoir fait beaucoup de développement personnel, d'arriver vers du développement plus spirituel. Donc c'est c'est le trajet suivant, si tu veux, la couche supplémentaire. Ça me parle bien, ça me fait méditer aussi tous les jours, donc il y a vraiment dans ma pratique une discipline qui est rentrée dans mon quotidien. Et à côté de ça, comme souvent dans les spiritualités, c'est quand même beaucoup d'ouverture. C'est beaucoup de notions de service, de notions d'amour que tu donnes. Et comme je suis spécialiste du stress, par exemple, ou de la gestion des comportements difficiles et toxiques, qui est en fait une espèce de contrepoison. Donc, tu as un poison, le stress, ou les comportements toxiques, et tu dois lutter contre ça. Donc, pour moi, c'est le côté obscur de la force dans Mhm. Star Wars, là, tu vois. Tu dois combattre les Sith. Et puis aussi, tu peux travailler sur le côté lumineux, qui est apporter plus de bonnes choses plutôt que d'essayer de lutter contre les mauvaises, tu vois. Et apporter plus de bonnes choses, plus d'amour, plus de paix, plus de sérénité, plus d'ouverture. Euh, oui, forcément, en fait. Ça va de soi. Donc pour moi, c'est le même boulot, mais tu as les deux parties, en fait. Ça reste toujours un Jedi, hein. Tu as le Jedi qui va combattre les Sith, puis tu as le Jedi qui fait l'école de Jedi, quoi, tu vois, en gros. Mais l'idée, c'est d'aller contre l'atmosphère ambiante qui est quand même, je trouve, assez délétère, assez stressante. Enfin, pas de détails, même historiques, hein, on a tous vécu les mêmes styles de choses il y a 4 5 ans. Donc,
je sens beaucoup d'anxiété, de crainte, d'éco-anxiété, de stress parmi nos concitoyens. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Eh bien, je pense que si chacun met un milligramme d'amour en plus pour lui et autour de lui, ça mange pas de pain. Ça fait juste que là où on est un peu moins perméable aux influences négatives extérieures. On a un peu plus d'énergie positive à partager entre nous. Et puis moi, j'espère que ça fait tache d'huile, ça grandit évidemment au fur et à mesure, parce que c'est toujours ça que les méchants n'auront pas, au Ouais. pire. Et puis pour nous, c'est vivre plus heureux, c'est vivre dans plus d'ouverture, plus d'amour, plus de paix, plus de sérénité, plus de partage, plus de communion, de communauté, d'union. Je veux dire, c'est forcément bien. Enfin, en tout cas, c'est de mon point de vue. Mais je pense que c'est un plus évident et que ça manque. Et que ça manque. Et même pire que ça, les gens ont l'impression de jamais avoir été autant connectés. Ils ont tous un smartphone. Ils n'ont jamais été autant déconnectés aussi, en fait. Parce qu'il n'y a plus de relations humaines directes. Or, c'est ça, si tu vois tout le système des hormones du bonheur, tu vois. Mhm. La dopamine, c'est pas celle qui est le plus important, c'est l'hormone du plaisir. Ok, c'est bien d'avoir des petits plaisirs dans la vie. Mais par contre, tout ce qui est ocytocine, par exemple, qui est plus, ou sérotonine, ce qui est plus dans le lien à l'autre, dans le fait de faire des câlins, etc., ça apporte aussi quelque chose et de manière un peu plus profonde et un peu plus durable qu'un pic de dopamine. Et donc, toute la société de consommation est basée sur de la dopamine. Donc, on est tous drogués nous-mêmes à notre propre soif de nourriture, enfin, soif, donc en l'occurrence faim, mais soif de nourriture, soif d'être reconnu, soif d'avoir de plus en plus de. C'était quoi encore? Donc, tu as 5 choses d'information, ouais, c'est ça. Donc, plus tu as d'informations, plus tu as de nourriture, plus tu te sens reconnu, plus en fait, chaque fois, tu te donnes un peu de dopamine. Donc, on est tous accros à notre propre dopamine, mais ça ne fait pas de nous des gens heureux. Et ça Mhm. ne fait pas non plus des gens qui mettent du sens dans la vie. Et que quand on voit ce qui se passe pour l'instant sur la planète, c'est quand même un petit peu urgent de revenir à quelque chose qui est une notion à taille humaine, si on veut, que à taille de la société en général chez les humains, quoi. Et donc, 1 milligramme d'amour pour chacun en plus. Ça peut faire une différence pour notre monde? Bah écoute, je pense que Pierre Rabhi, pendant 40 ans, a dit qu'il faut faire sa part du colibri. Donc c'est un peu la même idée. Euh, Quand on est serein, quand on se sent un peu en dehors, on n'est plus facilement touché par la négativité ambiante. En fait, j'ai une amie, hein, c'est le truc assez classique, elle regarde 3 journaux télévisés. Elle regarde à 19h le premier journal, à Oh. 19h30 le deuxième journal, à 20h elle passe sur une chaîne française pour... et elle est déprimée. Non, mais tu Alors moi, m'étonnes. je fais le lien. Je veux dire, moi, je fais le lien. Elle trouve que c'est important d'avoir 3 points de vue différents. Comme ça recoupe l'information. Et donc, on peut se faire une idée plus précise de toutes les horreurs qui se passent dans ce monde. Tu vois. Donc, ça, juste ne pas le faire, c'est s'apporter 1 milligramme d'amour en plus. Ah là, je suis d'accord. Dans Samadhi, on reprend aussi des bases un peu de bouddhisme ou d'hindouisme en l'occurrence. Un des trucs, c'est ahimsa, la non-violence. Tu vois? Donc, si tu connais Gandhi, tu vois que lui, il l'a appliqué dans son combat contre l'Empire britannique, la non-violence. Et chaque fois que quelqu'un était violent, il lui disait non, surtout fais pas ça, parce qu'en fait, on perd tout l'avantage quelque part stratégique d'être non-violent. Et l'air de rien, ce brave petit homme a quand même un petit peu aidé à ce que les Anglais dégagent de l'Inde quand tu vois l'Inde. Donc, ce style de choses peut aider. Mais la non-violence, ça commence par soi-même. Mhm. Et c'est toute l'idée de Samadhi, c'est arrêter de s'auto-juger, arrêter de se faire mal soi-même, arrêter de se trouver pas adéquat, nul, etc. On a tous une richesse en soi. Qui qu'on soit, on est avec quelque chose à apporter au monde. Alors, on y croit, on n'y croit pas, peu importe, tu préférerais arriver avec rien à apporter au monde, donc c'est un choix. C'est vraiment un choix quelque part philosophique. Admettons qu'on ait quelque chose à apporter au monde. Euh, Ne pas laisser les autres l'enlever est important pour pouvoir l'apporter. Parce que si on se conforme, si on se moule, si le potentiel qui est le nôtre reste un potentiel, donc le potentiel, pour rappel, alors je sais que c'est pas à toi que je dois le dire, mais le potentiel, c'est ne pas exploiter l'existant. Ça reste potentiel. Donc ça Ça reste pourrait, mais invisible. c'est pas là. C'est ça. Donc moi, je suis pour l'épanouissement des gens, c'est-à-dire la libération du plein potentiel des gens, et d'un coup, ce n'est plus un potentiel, c'est là.
C'est un fait, c'est une série d'actes, c'est un positionnement, c'est comment on se positionne par rapport à l'autre dans le monde et comment on trace son chemin, comment on vit sa route. Ça, c'est exploiter son potentiel. Sinon, ça reste, ouais, ça aurait été bien, tu vois. Ouais, ouais. Quand t'as, je sais pas si tu connais les 5 regrets de fin de vie, là. C'est Brené Ware, je pense, une infirmière australienne qui avait fait une enquête auprès de personnes âgées, donc qui étaient en phase terminale, donc dans des services de soins palliatifs. Quels sont les 5 regrets? Un des regrets, c'était j'ai trop travaillé. Un autre, j'ai pas assez aimé. Un troisième, j'ai pas fait ce que j'avais envie de faire. Enfin, tu vois, c'est quand même pas léger. C'est pas léger du Euh, tout. non. Et je parie que Donc, ça parle à beaucoup de monde. De se dire si notre vie devait s'arrêter là maintenant, c'est peut-être exactement la même chose qu'on dirait. exactement. Donc je peux que pousser à s'aimer plus et à se trouver soi-même, comme toi d'ailleurs, hein. En l'occurrence, c'est exactement ce que tu fais dans ta logique de multipotentiel et dans tes coachings. Donc on ne peut que apprécier que les gens se découvrent à eux-mêmes et avancent dans leur vie. Alors moi, forcément, j'ai toujours envie de dire sans écraser le voisin, tout en étant dans un réel échange. Mais autant être dans un échange que se retrouver dans une vie où on est en fait à côté de son chemin pour pas déranger ou pour répondre aux attentes des autres, en fait. Ouais. Alors, tant que j'ai un auteur, un écrivain, je sais pas comment tu veux on te nomme là-dedans, et c'est une question que j'ai souvent de la part, surtout moi, tu sais que je coach des jeunes aussi, il y en a beaucoup qui Mhm. me disent j'écris des histoires, mais comment on fait du coup pour oser sortir son histoire, avoir cette idée en tête, oser écrire, la publier, et puis concrètement, comment on fait? Comment on fait pour, par exemple, Sam Hadi? Il faut déjà avoir une bonne idée. Et puis ensuite, il faut. Alors, chacun va avoir sa manière de faire. Nous, on structure. J'en parle avec Serge, comme je disais tout à l'heure, on structure l'histoire. Et puis moi, je remplis les blancs. Maintenant, c'est mon métier et j'ai toujours adoré faire ça. Et c'est assez facile pour moi. Donc, c'est un certain talent et c'est tant mieux. Et puis après, l'histoire est terminée. Tu l'envoies en relecture. Tu l'envoies. Moi, j'ai une. euh, conseillère éditoriale, je dirais, parce que c'est pas une relectrice, elle est bien mieux que ça, Karine, qui me dit, ah, dans ton bouquin, ça va, ça va pas, ce personnage, il dit un truc pas normal, ça change un peu ceci ou cela. Et puis ça passe en mise en page, composition, et puis là, il va partir à l'impression. Donc ça, tu as toute une logique de fabrication d'un livre qui est une chaîne graphique. Et avant tout ça, il y a déjà des relecteurs qui sont des gens proches, mais qui me disent c'est chouette, c'est pas chouette, j'aime bien, j'aime pas, parce que c'est quand même important. Il n'y en a pas beaucoup, moi j'en ai 4. Parce que sinon, après, tu as 25 personnes qui donnent leur avis, et puis moi j'en ai 4 à qui je fais confiance. Il y en a une qui me fait des textos tous les paragraphes. Ah, j'ai vécu ça, j'ai trouvé ça. Donc tu vois que ce que tu voulais faire passer y est. Il y en a une à qui je dis le livre tout haut. Parce que pour moi, pour que ça sonne et pour que les dialogues soient clairs, il faut que quand tu les entends, c'est OK. Mhm. Parce que dès que quand tu les entends, tu dis, hein, il y a un truc à changer. Ou les longues descriptions, là, tu vois, où la personne, tu vois, elle comprend plus rien de ce que tu es en train de lui dire. Donc c'est important que ça reste fluide, comme de pouvoir lire, en fait, tout haut, de pouvoir l'entendre autant que le lire. Ça, c'est essentiel pour moi. Et puis après, quant à savoir comment faire, il faut de la motivation, il faut prendre du temps, il faut la discipline d'écrire, se fixer des objectifs chapitre par chapitre, par exemple, ou des deadlines, des choses comme ça, parce que en général, c'est pas l'occupation principale, hein. Il faut s'arranger et jongler avec notre vie de tous les jours. Et ensuite, peut-être se faire coacher par des gens qui peuvent t'aider à écrire le livre, quoi. Tu vois, Mhm. il y en a des coachs d'écriture. Moi, je fais pas ça parce que c'est un truc, je sais pas faire ça en fait. Je me coach tout seul à écrire mes livres. Mais par contre, on connaît des gens enfin, moi, je connais des gens qui peuvent aider à mettre en place des idées, qui peuvent aider à écrire, qui peuvent donner des trucs pour le faire, des astuces, faire des ateliers même. Bref, c'est tout à fait jouable parce que entre l'idée et la réalisation, il y a toujours un monde en fait. Et ce monde-là, il peut aussi être plus abordable si on y va petit pas par petit pas. Si on Mhm. s'entraîne, si on prend l'habitude de raconter quelque chose tout aussi, tu vois, il y a plein de petites choses, de petits skills, l'air de rien, à gauche, à droite, qui sont vraiment utiles pour pouvoir y aller. Et puis, pour finir de répondre à tes questions, à la fin, il faut le montrer, oui. Mhm. Tu as plein de bons romans qui sont restés dans des tiroirs parce que la personne n'a jamais osé le montrer. Oser, hein. Ouais, ouais, ça reste. Faut aussi être résilient parce que quand tu l'envoies à 3 éditeurs qui disent non, 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 à 30 éditeurs qui te disent non, 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 bah, ça devient compliqué, quoi, tu vois. Ouais. Il faut être imaginatif. Donc moi, j'ai eu 34 bouquins.
publié chez des éditeurs, Marabout, Hachette, Erol, donc des gros éditeurs. Et puis des romans, bah, il faut recommencer parce que c'est pas les mêmes personnes, donc tu dois vraiment recommencer. Et j'ai préféré imaginer créer une communauté de semeurs de cœur. Donc les deux semeurs de cœur, je les ai proposés en financement participatif, donc en crowdfunding, c'est-à-dire que tu fixes un palier et puis tu as des gens qui achètent en pré-vente. Et puis, si ça se passe bien, tu franchis ton palier, tu peux imprimer le livre. Et l'idée de Samadi, c'est qu'il soit imprimé et livré à Noël 2024, hein, donc cette année-ci. Ah ben là, ça se rapproche tout doucement. Ouais, exactement. Donc voilà, mais c'est un choix. Je pourrais l'envoyer chez un éditeur, on verra ce que j'en ferai plus tard, mais pour l'instant, je sais pas, moi je crois que Semeur de cœur, c'est l'idée vraiment de fonctionner de proche en proche, en fait, avec des gens qui me connaissent, qui connaissent des gens, qui connaissent des gens, et puis faire vraiment grandir une communauté de semeurs de cœur. Euh, mais voilà, après c'est mon choix. Peut-être c'est un Oui. bon choix, peut-être c'est un mauvais, mais en même temps, moi ça me parle et ça vient de mon propre cœur, donc Ouais. ça Mais me va très bien. personnellement, je le trouve tellement cohérent, ce choix avec tout ce que tu as dit Mm. par rapport à ce livre. Et donc concrètement, Patrick, si on veut se procurer ce livre, comment est-ce qu'on peut faire? Donc concrètement, il est en financement participatif jusqu'au 28 novembre 2024. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur la page du financement participatif et voir, donc c'est sur une plateforme qui s'appelle Ulule, donc ulule.com/samadi, donc Samadi, Samadit, quoi, comme Sam a dit. Euh, le jeu de mots, c'est que le Samadhi, c'est aussi l'état de paix intérieure profond en hindouisme, hein, enfin dans le Ah, Kriya Yoga, tu vois. Voilà, fin de la parenthèse. Donc sur la page Samadhi de Ulule, il y a la description du projet. Donc si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Mais si ça vous parle, alors ce que vous pouvez faire, c'est choisir une contrepartie. Il y a plusieurs contreparties à droite sur la page. À 25 euros, si vous mettez 25 euros, je vous envoie le livre chez vous, à domicile, avant Noël. Donc normalement, il est censé arriver le 15 décembre chez vous dans la boîte aux lettres. Puis il y a d'autres contreparties, vous pouvez en acheter plus. Vous pouvez aussi acheter Samadhi et Summer de cœur, qui est celui qu'on avait fait l'année dernière. Vous pouvez aussi avoir Samadhi, Summer de cœur et hop, nos super marque-pages avec les personnages de l'histoire, qu'on retrouvera donc un peu, là c'est où pas. Là c'est Wakan, c'est une femme médecine. Ça c'est Solis. Euh, Là, je vous présente SAT. Enfin bref. Voilà. Donc, choisissez la contrepartie que vous voulez. Et puis, ce sera envoyé à Noël à partir du moment où on aura récolté la somme. Mais je pense que là, on est à quelques pourcents près. Donc, à partir de ce moment-là, l'objectif, c'est 1000 livres sous le sapin de Noël. Pour l'instant, on est à 250 là aujourd'hui, mais ça continue à avancer. Donc, 1000 ouais. livres sous le sapin de Noël, là, j'aurais vraiment l'impression d'avoir fait du bon boulot et que ça commence à faire une belle tache d'huile autour de nous, Ouais. clairement. Donc, bah, si ça vous parle, bah, partagez aussi ce podcast à tous vos proches parce que je pense vraiment que c'est un beau mouvement que tu mets en place et vivement les 1000, peut-être plus, hein. Mais les 1000 livres, c'est vrai que ça serait déjà top. Bon Je début. mettrai le lien de toute façon aussi en dessous sur le descriptif Ouais, de parfait. ce podcast sur les différentes plateformes. Excellent. Bah, tout grand merci Patrick pour... Grand merci à toi. J'ai vraiment adoré. C'était chouette. Ah mais moi j'ai adoré aussi et j'espère que bah, vous aurez vous aussi adoré et donc n'hésitez pas à mettre Samadi, Sommeur de cœur, sous le sapin de tous ceux que vous aimez pour partager 1 milligramme d'amour. Enfin il pèse un petit peu plus qu'un 1 milligramme mais bon, en Ouais, tout c'est une cas... tonne de briques, comme ils disent. Ah, donc, mais je pense que ça pèse quoi? Quelque chose comme ouais, 50, 100 grammes, je sais pas. Ah Ça doit bah pas. voilà, 100 grammes d'amour. D'amour On prend de l'avance comme ça. Si on à est fond. déjà 1000 à mettre 100 grammes d'amour sous le sapin, ça fait déjà beaucoup. Donc, Ouais. vraiment, vraiment, allez-y. Donc, un tout grand merci, Patrick. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Plein de bonnes choses et plein de potentiel désentravé, débridé. Profitez bien. Profitez de votre vie, oui, clairement. Merci. Et nous, on se retrouve plus rapidement, puisque je crois que je vais euh, quasi sûr sortir un podcast mercredi prochain, puisque pour l'événement J'ose ma voix, je le rappelle, samedi 23 novembre à 19 heures au Spatium, on va oser, parce que on en a parlé hein, ici de oser, comment oser faire ce qu'on a vraiment envie de faire.
eh bien, on va vous donner pas mal de pistes le samedi 23 novembre. Je serai entouré de 8 artistes talentueux et d'un neuvième, Lou Bolland, Lou B, qui sera en concert sur la scène du Spatium avec nous et qui va aussi nous partager ses pépites. Et je retrouverai donc tous ces artistes en podcast à partir de mercredi. Donc, restez bien connectés à votre plateforme et on se retrouve très vite. Au revoir à tous. Ciao, ciao.